Minute ou deux aux gens se connecter. Oui. On attend quelques minutes et ça va démarrer. Salut Guillaume! T'es connu de tous les Belges, toi, Guillaume, c'est quand même fou, hein? Salut. C'est ça qui arrive quand on fait le tour de la Belgique 4 fois. Le temps des retrouvailles. La moustache a poussé depuis. Oui, effectivement, ça fait un 5, 6 ans qu'on l'entretient. Elle est tout petite, là, habituellement, elle est plus grosse. Dans la salle et maintenant avec nous. Donc, peut-être qu'on peut tranquillement commencer et les autres pourront se joindre. Et bien, du coup, on démarre alors. C'est parti. Mais bonjour à tous. Donc, moi, je suis Aurore Perrin-Sada. Je suis responsable du plaidoyer à jeunesse en plein air. Et aujourd'hui, nous nous sommes réunis pour le quatrième webinaire de notre cycle autour de l'animation en francophonie qu'on mène avec Résonance au niveau de la Belgique et avec CQL au niveau du Québec. Quatrième webinaire qui sera consacré à nos formateurs. Qui sont-ils? Quelle formation? Qu'est-ce qui se passe? Comment ils sont animés? Voilà, tout un tas de questions. Et pour cela, on va avoir deux temps dans ce webinaire. Une première séquence un peu de réflexion introductive pour brosser le panorama de nos formateurs et des conditions pour être formateur en animation. Puis, donc cette partie-là sera animée par Colline et par Antoine, avec quelques interviewés qui se dévoileront après. Puis, dans une deuxième séquence un peu plus active, vous le verrez, nous serons en petit groupe et rassurez-vous, pour cela, il n'y aura rien à faire. La seule chose qu'on va vous demander, c'est maintenant, c'est de renommer votre étiquette pour qu'on puisse faire la répartition des groupes au mieux. Et donc, du coup, si vous êtes français, vous mettez FR avec ensuite votre nom et votre prénom et puis votre organisation. Si vous êtes belge, vous mettez BE votre nom et votre prénom avec le nom de votre organisation. Et si vous êtes québécois, vous mettez QC, votre nom et votre prénom et le nom de votre organisation. Il y a plusieurs exemples qui sont déjà affichés, donc c'est facile de s'y retrouver. Et puis, du coup, en petits groupes pour parler de quelles pratiques vous avez en stage BAFA, ou enfin en tout cas BAFA au niveau France, en tout cas dans vos formations en animation. Euh, et du coup, moi, je vous propose qu'on commence tout de suite par la première séquence avec Colline. Bien. Bah, vous le savez, hein, moi je vais quand même vous rendre un petit peu actif. Et pour ça, on a créé cette fois-ci un petit WooClap. Donc c'est en fait quelque chose donc Aurore va vous partager son écran. Vous allez alors avoir un lien, alors soit un QR code pour pouvoir faire ça sur votre smartphone, soit un lien pour pouvoir le faire par ordinateur. Et on va vous proposer un petit texte à trous. Donc, l'idée est bien de vous présenter un peu le contexte global, légal, obligatoire ou tout ce qui n'est pas légal, pas obligatoire. Donc, quand je dis pas légal, ça veut pas dire illégal. Attention, on s'entend bien. C'est tout ce qui n'est pas cadré de façon obligatoire. Et donc, on va partir sur les trois pays avec un petit texte à trous. Il va y avoir des phrases dans lesquelles il manque des mots. On va vous inviter à venir écrire dans le chat euh, ah non, écrire, pardon, sur le WooClap directement. Essayer de répondre, de chercher quelle serait la bonne réponse. Il y en a qui seront plus faciles que d'autres. Il y en a qui peuvent être plus rigolos que d'autres. À vous de réfléchir. Et puis après, les réponses vous seront données par le WooClap. Et puis, Antoine nous fera des petites interviews dont il a le secret. Alors, donc, vous pouvez scanner le QR code pour pouvoir arriver sur le WooClap.
ou, comme c'est indiqué à l'écran actuellement, vous pouvez aller sur le site wooclap.com et entrer le code de l'événement qui est donc XGROCP. S'il y a de la panique dans l'air, vous avez l'occasion cette fois-ci d'activer vos micros et donc toujours d'utiliser l'option lever la main et puis d'activer vos micros, ou sinon vous pouvez écrire dans le chat. Pour le moment, il n'y a pas l'air d'y avoir de panique et ça, c'est très bien. Je vous laisse encore une petite minute pour être sûr que tout le monde y soit. Et puis, Aurore, tu pourras lancer le WooClap, hein. Il y a l'air d'y avoir il y a des noms qui circulent, donc voilà. Pour former au BAFA. Alors normalement, s'il y en a qui ont suivi, qui sont là depuis le début, vous savez tous et toutes que le BAFA, c'est bien le brevet en France. Donc pour former au BAFA, il faut être ta 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 et disposer d'une ta 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 significative. Alors à votre avis, quel est le premier, les premiers mots, hein, les trois petits premiers mots, euh, et puis disposer d'une significative. Aurore gère son partage d'écran et gère aussi le timing des réponses. Et on est pas mal. Il y a quand même eu une bonne réponse sur. Donc, il faut être diplômé d'un brevet, effectivement, donc du brevet BAFA en l'occurrence, et disposer d'une expérience significative. Ça, vous étiez plusieurs à l'avoir trouvé. Est-ce que vous comprenez un peu le principe, la mécanique de ce texte à trous? On va passer à la deuxième question. Il n'existe pas de brevet pour être formateur ou formatrice en BACV. BACV, c'est en Belgique. La seule condition légale existante est que pour la formation BACV, minimum la moitié des formateurs et formatrices doivent avoir, que doivent-ils et que doivent-elles avoir, à votre avis? Alors, Aurore, je ne sais pas, toi, chez toi, ce qui apparaît, si tu vois un peu le nombre de personnes qui répondent. Ah, c'est écrit en tout petit là en dessous. Vote 2 sur 20. Oh, on va attendre que quelques autres personnes aient aient pu compléter. Ah, ou alors c'est là en dessous, au contraire? Moi, je vois une dizaine de personnes quand même qui ont répondu, là. Ok, bon, ben, je vous laisse euh, maîtresse de ça. Si vous voyez combien de personnes ont répondu, ben. Ok, eh ben, il y a donc une bonne réponse qui est, il faut avoir le brevet BACV. Très bien. On peut passer à la question suivante qui évidemment concerne le Québec. Pour former au DAFA, cette fois-ci, il faut être plus complexe. Il y a 5 réponses à donner. Il faut être tadadadada par son organisation locale agréée, qui elle-même doit être tadadadada d'une des 6 organisations nationales agréées. Ça, c'est une première condition. Il faut aussi suivre la formation tadadadada, responsable de la formation. Puis, il faut renouveler sa formation tous les X temps, hein. Je vous donne un indice, mais c'est une question de temps. Et détenir un diplôme d'études collégiales ou pertinente équivalente. Alors, 5 réponses, on vous laisse un peu plus de temps. Et je laisse Béatrice et Aurore qui ont donc la vue sur le nombre de réponses entrantes pour passer au correctif. Alors, est-ce qu'il y a des réponses qui rentrent?
Là, je pense qu'on peut. Ouais, On il y peut a y encore aller? un petit peu qui rentre. C'est bon. Allez, Aurore. Attention, pour former au BAFA, il faut être reconnu par son organisation locale agréée, qui elle-même doit être membre, quand même deux personnes qui l'avaient, d'une des 6 organisations nationales agréées. Il faut suivre la formation cadre responsable de formation et il faut renouveler sa formation tous les 3 ans. Il y a quand même 4 personnes qui l'avaient. Pas mal. Détenir un diplôme d'études collégiales ou l'expérience pertinente équivalente. Bravo, on a quand même quelques chouettes réponses. Il y a plus de bonnes réponses du côté du Québec. Yeah. Et, yeah. Et donc, c'est le petit moment interview. Je cède la parole à Antoine. Eh bien, chers auditeurs, bonjour. C'est le retour de votre animateur préféré pour Radio Anime, la radio qui anime. Nous allons effectivement vous apporter quelques précisions sur cette partie diplôme, en tout cas pour chaque pays, dans les conditions pour être formateur. Et justement, nous accueillons donc 3 experts dans chaque pays, hein. Chacun va représenter du coup la France, la Belgique et le Québec. Et je voulais un instant m'attarder avec Guillaume sur cette dernière texte à trous pour qu'il puisse nous apporter quelques éclairages. Guillaume, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous pouvez nous expliquer bien, le process de recrutement, en tout cas pour être formateur, comment ça se passe au Québec, en complément de ces informations? Bien sûr, Antoine. Donc, on doit être reconnu on doit être reconnu par notre organisation. Donc, soit qu'on travaille ou soit qu'on est bénévole pour une organisation. Et puis, cette organisation doit être, comme ça l'explique, doit être membre d'une organisation nationale. Et par la suite, on suit cette formation-là, CRF, donc cadre responsable de la formation, pour ensuite être en mesure de donner le DAFA au Québec. Évidemment, il y a, on a, on peut être à l'emploi, on peut travailler, on peut être un travailleur puis donner la formation, mais également, on peut être un bénévole et donner la formation. Il faut juste, pour être en mesure de donner cette formation-là, il faut qu'une personne ait le CRF, cadre responsable de la formation, tout simplement. Et donc, la personne qui donne la formation n'est pas obligée nécessairement d'avoir un CRF, mais elle doit être encadrée par un CRF. Eh bien, Est-ce que c'est merci bien Guillaume résumé? pour ces précisions. Oui, Parfait. Colline, en Belgique, donc on a parlé du DAFA, du PSCV, pardon, mais est-ce qu'il y a d'autres diplômes qui permettent d'être formateur? Alors, donc moi je prends la parole aujourd'hui en remplacement de Marie-Hélène qui travaille au CRE chez nous et qui m'a donc enfin voilà, transmis tout le contenu qu'elle souhaitait partager avec vous. Donc, la seule condition légale pour le moment, c'est d'être sûr que la moitié de l'équipe possède son BACV. Mais donc, il n'y a pas encore de diplôme ou de formation reconnue pour être formateur ou formatrice. Par contre, il y a depuis 2021 un petit groupe de 8 opérateurs de formation qui se réunissent pour réfléchir à ça, pour essayer d'y mettre un cadre, avec l'idée de valoriser évidemment les parcours de formation et les pratiques de terrain. Et puis, il y a quand même ce point d'attention pour ce groupe de travail à ne pas rendre cette formation obligatoire. Pourquoi? Parce que ça pourrait être une contrainte pour d'autres organisations. On pense par exemple aux organisations qui travaillent avec des jeunes volontaires, comme dans les scouts, les guides, le patro, les SGP, etc. Chez nous, ça peut vite être une grosse contrainte si on devait mettre un quota de formateurs et formatrices reconnus ou brevetés. Et donc, voilà, actuellement, il n'y a pas cette formation, mais c'est en cours de réflexion. Qui sait? Bien, merci pour ces précisions. Et puis, on va écouter Simon sur la partie française, puisque on a peut-être de ce côté-là un petit peu plus de restrictions. On a lu dans le texte à trous que tous les formateurs devaient être à minima diplômés du BAFA. Vous me confirmez cette information, Alexis? C'est Alexis ou Simon d'ailleurs? Je pense que Simon n'est pas là. En tout cas, je ne l'entends Alexis, pas allez. s'exprimer, donc je vais répondre à la question. Alors, nous, concernant les,
les possibilités d'être formateur ou formatrice BAFA, il faut justifier du diplôme, en l'occurrence celui du BAFA. Ça peut être également une équivalence. Je pense qu'on parlera peut-être un peu des équivalences tout à l'heure dans les sous-groupes, mais il y a plusieurs diplômes qui permettent d'avoir cette équivalence et de justifier d'expérience pardon, en accueil collectif de mineurs significative, à la différence du responsable, alors du directeur ou de la directrice de la session, qui là doit être diplômé BFD, donc le brevet de direction. Très bien. Et est-ce que vous pouvez nous éclairer sur l'expérience significative? Qu'est-ce que ça représente peut-être en termes de semaines ou de mois ou d'années d'expérience? Est-ce qu'on peut avoir un élément là-dessus ou c'est à l'appréciation du recruteur? Alors, l'expérience significative, elle est différente en fonction qu'on doive justifier d'une équivalence ou pas, notamment dans l'encadrement des ACM. Là, quand je parlais d'expérience significative, ça va être une expérience en accueil collectif de mineurs agréé. Il n'y a pas de minimum de jours requis, mais en tout cas, il faut pouvoir justifier de cette expérience pour être habilité à encadrer une formation BAFA. Bien. Merci Alexis. Colline, je vous repasse la main parce qu'on va parler justement du recrutement. Oui. Et donc, on va à nouveau vous partager l'écran du WooClap. Vous allez pouvoir repartir sur votre petit WooClap, que ce soit sur votre téléphone ou sur votre ordinateur. Aurore va nous repartager son écran et sur les questions de modalité de recrutement, on est reparti pour un petit texte à trous. En France, un Je peux OF, redonner le un code du WooClap, du organisme- coup, puisque moi, je l'ai fermé. Ah, ça, je le vois, merci. il réapparaît super. Donc en France, un OF, un organisme de formation, pour être peut-être habilité ment ou ment. Et pour être habilité, chaque organisme de formation doit justifier de formatrice. À votre avis, quelles sont les parties de mots et puis les mots qui manqueraient pour compléter cette phrase? Donc, un organisme de formation peut être habilité ment ou ment. C'est Il, celui-là. il est difficile celui-là? Est-ce qu'il y a des réponses qui pop? Aurore, je te laisse dire quand ça vaut la peine de montrer les réponses. Alors, ok, effectivement, donc, un œuf peut être habilité régionalement ou nationalement. Et pour être habilité, il doit justifier d'un réseau de formateurs et de formatrices engagés. Il y a quand même quelques réponses correctes. Super. On va pouvoir passer à la Belgique, si je ne me trompe pas, dans l'ordre dans lequel on a fait les questions. Le recrutement des formateurs et des formatrices peut se faire de manière classique, appel à candidature, poste sur les... Mais il se fait le plus souvent par le... Alors, à votre avis, quels sont les trois mots manquants? Trois et un peu plus. En tout cas, quels sont les trois éléments manquants? Ça réfléchit, ça réfléchit. Est-ce qu'il y a des réponses qui rentrent? Aurore, est-ce qu'on partagerait?
Et oui, effectivement, le recrutement des formateurs et formatrices volontaires, hein, ici on va parler de cela, peut se faire de manière classique, appel à candidature, poste sur les réseaux sociaux. Il y avait un peu plus de personnes qui l'avaient, mais il se fait le plus souvent par le bouche à oreille. Et pour le Québec, qu'en est-il? Pour le Québec, chaque organisation locale agréée recrute son équipe de formation selon ses modalités, selon ses ressources et selon ses besoins. Le tadada, peut aider au recrutement. Qui donc peut aider au recrutement de formateurs et formatrices via le national de formation pour répondre à des besoins ponctuels. Les formations, autant celles en animation que les offres pour devenir formateur et formatrice, sont affichées sur, et là il y a 5 mots à trouver, l'affichage peut être public ou non au choix de l'organisation. Donc, qui peut aider au recrutement de formateurs et formatrices via quoi? Et puis, ces formations-là sont affichées sur quoi? Où ça? De nouveau, s'il y a beaucoup de Québécois dans la salle, normalement, vous devez savoir. Et je vois qu'Aurore fait signe, oui, on peut y aller. Et oui, c'est le CQL qui peut ponctuellement vous aider pour recruter. Et donc, c'est bien l'équipe nationale de formation qui peut répondre à des besoins ponctuels. Et c'est sur le site du programme d'AFA que vous retrouverez affichées les formations, aussi bien pour l'animation que pour être formateur ou formatrice. On a fait le tour du texte à trous, on redonne la parole, on repasse sur la radio. Merci Colline. Eh bien, on va rebondir du coup sur cette question du recrutement après avoir parlé diplôme. Alexis, en France, on a vu que l'habilitation était soit régionale, soit nationale, que dans tous les cas, il fallait proposer et justifier une liste de formateurs qui puissent encadrer les sessions. Comment vous y prenez, vous, dans votre organisme? Comment vous recrutez des formateurs et comment vous justifiez auprès des services de jeunesse et sport, hein, puisque c'est l'organisme en France qui contrôle les formations. Comment vous justifiez, en tout cas, de l'ensemble des documents qui sont demandés et de l'ensemble des équipes? Ça a l'air bien compliqué tout ça. Ça l'est. Ça l'est. Alors, chaque organisme en France est, on vient de le dire, habilité, soit nationalement, soit régionalement, avec déjà dans cette demande d'habilitation une nécessité de justifier d'un réseau de formateurs et de formatrices déjà préexistants, qui est différent quantitativement, qu'il soit régional ou national. Par contre, chaque organisme de formation va aussi gérer différemment ce réseau et les entrées, si je peux le dire comme ça, dans ce réseau. Nous, en l'occurrence, au CMEA, on a un réseau qui est plutôt articulé autour de militants et de militantes qui, parfois, par l'intermédiaire d'autres actions, d'autres de nos activités vont venir sur de l'activité à l'animation volontaire, donc de l'encadrement BAFA-BFD, parfois, et même souvent, qui sont eux-mêmes issus de l'animation volontaire, d'actions des CMEA, en ayant passé auparavant également leur BAFA ou leur BFD. On a beaucoup de formateurs et formatrices qui viennent de cet univers-là. Donc, on a ce réseau et que ensuite on va devoir animer et décliner en fonction des besoins de chacun de nos territoires. Et juste une petite précision, l'habilitation est délivrée pour combien de temps en France? Alors, elle est délivrée au maximum pour une durée de 3 ans. Très bien. Et les formateurs doivent s'engager sur ces 3 ans? En fait, les formateurs et formatrices s'engagent à la délivrance de l'habilitation. Ça ne veut pas dire que pendant les 3 ans, ils sont nécessairement actifs. Ça veut dire que au moment où on dépose l'habilitation, ils s'engagent à encadrer pour notre organisme de formation. Maintenant, cette règle-là n'empêche pas que pendant ces 3 ans d'habilitation, on puisse avoir d'autres formateurs et formatrices qui rejoignent l'organisme de formation, qui encadrent, d'autres qui partent également. Mais en tout cas, ça vient surtout démontrer qu'au moment du dépôt de l'habilitation, on est un réseau préexistant qui encadre déjà, qui s'apprête à engager pour les organismes qui demandent leur première habilitation, là où quand on a déjà une habilitation, on demande un renouvellement de cette habilitation tous les 3 ans.
Merci pour ces précisions. Et Colline, je rebondis sur ce que vous disiez en termes de recrutement. Vous avez la possibilité de faire appel à des formateurs via les réseaux sociaux et via le bouche à oreille. Est-ce que la notion d'engagement est aussi présente en Belgique qu'en France, puisque c'est un mot qui est ressorti à plusieurs reprises là, dans la réponse d'Alexis. Qu'en est-il en Belgique? Alors, engagement en termes d'implication, tu veux dire? Oui, 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 l'implication, la participation à la vie de l'organisme de formation et est-ce qu'il y a cette notion peut-être de je participe à un certain nombre de formations dans l'année ou en tout cas je m'investis sur du long terme au sein de l'organisme de formation. Est-ce qu'il y a ces choses-là? On retrouve ces choses-là en Belgique également. Alors, il n'y a pas de cadre obligatoire, donc ce n'est pas quelque chose qui est demandé pour notre habilitation en tant qu'organisme de formation. Mais c'est quelque chose évidemment sur lequel on essaye de travailler au sein des assos, avoir un peu cette fidélisation des formateurs et formatrices qui participent à la vie de l'association. Maintenant, je parle pour Résonance. Nous, en général, ce sont vraiment des personnes qui sont particulièrement intéressées pour la formation BACV et qui sont bien impliqués, très impliqués. Chez nous, c'est beaucoup de volontaires, hein, on l'a vu. Oui. Et donc, Tout à voilà, fait. ils font ça en C'était dehors de leur... pardon que je vous coupe, c'était le sens du mot engagement. C'est aussi du coup un synonyme, hein, le volontariat, peut-être même qu'on l'appelle bénévolat dans certains contextes. On en reparlera des conditions de travail, mais voilà, on a cette notion qui dépasse le simple rapport salarial entre voilà, le formateur et l'organisme qui l'emploie. C'est ça, tout à fait. L'essentiel de nos équipes de formation sont volontaires, en fait. Il y a toujours quelques responsables qui sont engagés, qui sont salariés, mais on travaille beaucoup, beaucoup avec des volontaires chez nous. Merci D'où Colline. le Oui. recrutement sur les réseaux sociaux, mais d'où aussi beaucoup de bouche à oreille. Et puis souvent, ces personnes qui sont déjà, qui font la formation et puis qui après deviennent formateurs et formatrices. On a toujours ce petit regard sur, oh tiens, cette personne-là, on la sent bien. Repérer les éléments qui auraient les compétences pour former par la suite les prochains jeunes. Et donc, Guillaume, au Québec, vous vous y retrouvez dans les propos qui sont tenus. Vous, comment ça marche au niveau du réseau de formateurs? Vous avez également beaucoup de volontaires, comme ça peut être souligné En fait, par donc, Alexis et chaque Colline? organisation est responsable de trouver ses propres formateurs. L'organisation va les recruter soit à l'extérieur, soit dans des organisations qui ont déjà des formateurs. Ils vont peut-être parler au CQL pour voir s'ils n'ont pas un réseau de formateurs ou sinon, la plupart, c'est que l'entreprise, l'organisation a déjà des gens avec expérience qui peuvent donner de la formation. Et ces gens-là suivent un guide, tout simplement, un contenu, puis ils vont ajouter un contenant pour mettre une formation, un peu plus de wow dans la formation. Donc, c'est soit bénévoles, soit volontaires, soit salariés. Ça dépend comme je disais tantôt, ça dépend vraiment de chaque organisation. Mais c'est vraiment l'organisme qui est responsable de recruter ces formateurs. Et il faut que On y retrouve. l'organisation soit cadre responsable de la formation. On retrouve beaucoup de points communs dans nos trois pays. Est-ce que vous, Guillaume, est-ce que les formateurs peuvent travailler dans d'autres organismes, dans d'autres organisations où c'est chaque fédération ou chaque organisme, je ne sais plus le terme que vous avez employé, travaille vraiment avec son réseau de formateurs ou est-ce qu'il y a des possibilités de croisement? Oui, oui, il y a possibilité de croisement. Une personne qui donne une formation d'AFA peut se promener un peu partout dans n'importe quelle organisation. Il suffit que l'organisme soit CRF, donc cadre responsable de la formation, qui soit membre d'une organisation locale, et ensuite, on peut se promener un peu partout, c'est pas un problème. Merci Guillaume. Ça me fait aussi penser à nos auditeurs. Si vous voulez également poser une question ou réagir dans le chat, n'hésitez pas hein, à intervenir. Ce format le permet. Merci à vous. Colline, on passe à la suite. Oui, on est reparti sur le WooClap. J'ai vu que pas mal de Belges venaient d'arriver. À mon avis, le lien a circulé. Euh,
Donc, Aurore, n'hésite pas à nous repartager voilà, le QR code pour pouvoir rejoindre le WooClap. Donc, soit via ce QR code sur votre téléphone portable, soit via wooclap.com. On est donc sur l'idée d'un petit texte à trous et on va aborder ici euh, la question en fait du dispositif d'accompagnement et d'animation des équipes de formateurs et formatrices. On est toujours en France. Les dispositifs d'accompagnement des formateurs et formatrices doivent être prévus dans le dossier de chaque organisme de formation. Ils peuvent, tadadadadam, selon les OF. Exemple, temps de préparation et ou de bilan des périodes de stage, outils de suivi, portefeuille de compétences, supervision au siège des OF pour répartir les équipes, etc. Quels sont les deux mots qui nous manquent? Je pense que celui-ci peut être un peu facile. Normalement, il y a moyen. Si vous avez un peu écouté ce qui s'est dit juste avant, donc, ces dispositifs doivent être prévus dans quel dossier? Le dossier 2. Et ils peuvent, selon les OF. Et Aurore nous partage les réponses. Oh, on n'a que des points d'interrogation. Ça alors? Mais du coup, personne n'aurait pu trouver. Ça, c'est un piège, Aurore. Mais donc, Erreur technique. si vous aviez répondu qu'ils doivent être prévus dans le dossier d'habilitation de chaque organisme de formation et qu'ils peuvent évidemment varier selon les OF, vous aviez vu juste. Pour la Belgique, pour la Belgique, tadadadadam, il n'y a pas de cadre légal ou commun. L'organisation de la formation de formateurs et l'accompagnement sont tadadam, tadadam, tadadam. Je vous ai un peu induit en erreur avec mes petits tadadadadam, parce qu'à la fin, c'est pas tout à fait les petits pointels qui sont comme ça. Il y a un, deux, trois, quatre mots en vérité pour la deuxième réponse. Et donc, actuellement, il n'y a pas de cadre légal ou commun. C'est ce dont on parlait avant. Il y a des organismes qui se regroupent. Et donc, en tout cas, actuellement, il n'y a pas de cadre légal ou commun. Et l'organisation de la formation, en fait, tout ça s'organise, c'est propre à chaque organisme. Et au Québec, comment cela se passe-t-il? Chaque organisation locale agréée est de l'accompagnement de son équipe de formation. Des outils sont disponibles dans l'espace membre du... On en a parlé juste avant. Souvenez-vous. Alors, chaque organisation locale agréée est de l'accompagnement de son équipe de formation. Et les outils, ils sont disponibles où? Dans l'espace membre. Mais de quoi? Aurore va nous le faire savoir dans un instant. Ah, on est pas mal. Chaque organisation locale est bien responsable de l'accompagnement et c'est sur le site du programme DAFA que vous retrouverez les outils. Antoine, Radio Anime Pauline, est toujours sur les ondes. et Radio Anime anime toujours. Je suis interloqué par la réponse belge. Vous avez, alors d'une part, première question, évoqué le mot actuellement. Vous avez utilisé le mot actuellement, ça veut dire qu'il y a une réflexion qui est engagée, il y a des textes qui vont sortir en Belgique sur le sujet. Alors, des textes, je n'irai pas jusque-là, mais il y a une réflexion qui est engagée, c'est ça que je disais tout à l'heure, depuis 2021, il y a 8 organismes de formation qui réfléchissent. Après, il y a des enthousiasmes et puis il y a des freins, et donc
Voilà, je le dis actuellement, qui sait, mais voilà, je n'irai pas jusqu'à, il y a des textes qui vont arriver bientôt. Mais en tout cas, il y a une réflexion qui est en cours, oui. Et cela doit entraîner de grandes disparités, non, entre les organismes de formation sur les modalités de suivi du réseau de formateurs? Oui, probablement. Et en même temps, j'ai l'impression que enfin, des échos que je peux avoir du terrain, le BACV est quelque chose qui roule plutôt bien en Belgique depuis de nombreuses années et l'investissement, l'implication fait que, on n'est pas sur quelque chose un peu pris à la légère. Donc, je n'ai pas l'impression que ça crée des grosses disparités pour le moment. Oui, vous nous donnez deux, trois exemples concrets de ce que vous mettez en place pour les formateurs en termes de suivi, en termes de formation continue. Eh bien, je propose que, on puisse en parler dans la deuxième partie Ah, de ce ça marche. webinaire, Très bien. quand on ira tous ensemble sur le Miro. Comme ça, on laissera la parole, aux quelques Belges qui sont là. Merci, Colline. Guillaume, alors si j'ai bien compris, vous avez une plateforme commune que peuvent utiliser tous les formateurs au Québec, c'est bien ça? Exactement. Donc, lorsque l'organisation locale agréée a accès au site du programme d'affaires et sur ce site-là, il y a certains outils qu'on peut télécharger et qu'on peut remettre aux formateurs afin qu'ils bonifient, qu'ils puissent donner la formation. Donc, c'est un site tout simplement avec une espèce d'intranet, là. Donc, c'est chaque organisation locale, là, vraiment, comme l'expression, sera responsable de ses formateurs. Donc, le formateur n'a pas nécessairement accès à la plateforme. Donc, c'est à l'organisation, au gestionnaire, à lui donner accès, à lui donner les outils nécessaires. Est-ce que ça entraîne une formation, enfin en tout cas une logique globale commune sur le déroulement des formations? Est-ce que il y a vraiment beaucoup de similitudes entre toutes les formations qui sont organisées au Québec, le fait d'avoir cet outil commun ou pas du tout? Ben, en fait, oui, parce que le DAFA, en fait, c'est un guide, en fait. Donc, c'est un guide où toutes les formations DAFA sont basées sur le même guide un peu partout. Donc, ce qui veut dire que la même matière, la même est enseignée et formée de façon plus ou moins égale, équitable à travers le Québec. À l'inverse, Alexis, en France, il me semble savoir qu'il y a quand même beaucoup de particularités en fonction des organismes de formation. En fait, la réponse, elle s'inscrit un peu dans la continuité de l'objet de tout à l'heure, c'est-à-dire la question de l'habilitation. Euh, lors d'une demande d'habilitation, chaque organisme de formation va devoir justifier de son propre plan de formation continue et initiale. Par initial, on entend qu'est-ce qu'on fait en accueillant un nouveau formateur ou une nouvelle formatrice, par quelle étape on le fait passer dans chaque organisme de formation. Et par continu, pardon, on va plutôt entendre qu'est-ce qu'on met en place tout au long d'un parcours de formateur-formatrice pour l'accompagner, l'outiller, le former aux questions qui sont liées et relatives à de l'encadrement de stage BAFA BFD. En ce sens, alors je vais pas faire une liste non exhaustive parce que les attendus dans le cadre d'une habilitation sont assez multiples, mais par exemple, on va nous demander une projection sur 3 ans, ce qu'on appelle le plan triennal de formation, des thématiques, des temps qu'on va aborder avec notre réseau. Mais je précise quelque chose qui est important et on l'a redit tout à l'heure, c'est la question du volontariat, c'est-à-dire que chaque organisme va aussi décliner ça avec des disponibilités, des formes d'engagement qui sont à chaque fois différentes en fonction des uns et des autres. Donc il y a une complexité quand même à le mettre en place parce qu'on doit réfléchir à un plan de formation qui puisse couvrir l'ensemble de nos territoires, l'ensemble de nos formes d'engagement et en même temps qui soit assez conséquent pour démontrer lors d'une demande d'habilitation qu'on outille nos formateurs, nos formatrices, la plupart du temps volontaires, à encadrer des stages. Merci pour ces éclairages. Et Colline, on va tout de suite passer en lien avec cette question-là, la formation initiale et continue des formateurs. On a déjà commencé à aborder un petit peu le sujet. Tout à fait. On va creuser un peu ce sujet donc, dans notre fameux texte à trous. Aurore vous a remis au cas où vous en aviez besoin, le QR code et le code de l'événement.
Et c'est parti pour la formation initiale et les formations continues. En France, la formation initiale et continue est tadadam, dans le processus d'habilitation des services de tutelle. Le plan de formation continue se présente sous forme bien mystérieuse, ça. Petit indice pour la forme, c'est une question de temps, une question de temporalité. Et quelles sont les réponses proposées et surtout celles attendues? La formation initiale et continue est justifiée donc dans le processus d'habilitation et c'est une forme triennale. Il y avait plusieurs personnes qui l'avaient. C'est bien une forme donc aux 3 ans. En Belgique, qu'en est-il? Tadadadam, il n'y a pas de cadre légal ou commun. L'organisation de la formation continue des formateurs et formatrices est... Normalement, si vous avez suivi, c'est facile. De nouveau, c'est 4 petits mots à la fin. Une réponse, mais 4 mots. Et donc, on va voir. Mais oui, on a un 100% sur le actuellement. Actuellement, il n'y a pas de cadre légal ou commun. Et l'organisation de la formation continue est donc propre à chaque organisme. Très bien. Qu'en est-il au Québec? Au Québec, il y a X formations obligatoires et X formations supplémentaires proposées. Une fois encore, si vous avez suivi, il y a au moins une réponse que vous pouvez donner. Alors, qu'en est-il? Il y a donc bien une formation obligatoire et 4 formations supplémentaires proposées. Radio Anime, je vous laisse la parole. La radio qui anime. Je voulais rebondir sur cette dernière question, Guillaume, au Québec, et ça me permet également de rebondir sur un commentaire dans le chat. Les documents utilisés pour le DAFA sont imposés et uniques, et donc sont-ils utilisés aussi du coup dans le cadre de vos formations continues? Je suppose que oui. En fait, oui, la formation continue, elle est propre à chaque organisation, donc s'ils veulent en faire ou non. C'est vraiment, ça varie un peu partout d'organisation à l'autre. Mais effectivement, c'est un guide qui est unique, tout simplement. C'est vraiment une particularité locale, c'est intéressant. Et concernant la formation obligatoire, comment ça s'organise du coup pour être formateur, il faut obligatoirement avoir passé cette formation, c'est ça? Si j'ai bien compris. Euh, non, c'est pas obligatoire de donner, pour donner du DAFA, c'est pas obligatoire d'avoir une formation. Donc, peut-être que Béatrice, tu peux m'aider sur celle-ci. C'est là, Mais alors c'est peut-être la formation continue, j'ai peut-être mal compris. En termes de formation continue, il faut peut-être avoir participé à cette formation euh, tous les X temps. en fait, c'est pour rester cadre responsable de la Voilà, formation. c'est ça. Ça prend des renouvellements, en fait, là, donc aux 3 ans, si je me souviens bien. Ça, c'est obligatoire pour rester organisation locale agréée. Il y a certaines formations qui sont supplémentaires, qui sont non obligatoires pour les formateurs ou sinon pour les cadres responsables de la formation, dont entre autres le profil formateur qui vient donner des suppléments, des compétences et des connaissances, des aptitudes supplémentaires pour mieux former les gens. Très bien, merci. Colline, du coup, on est de nouveau sur la question de la Belgique et du suivi qui est propre à chaque organisme. Mais peut-être compléter votre réponse de tout à l'heure avec des exemples du coup de dispositifs que vous, dans votre organisation, vous mettez en place.
Oui, donc bien qu'il n'y ait pas de cadre légal, il y a quand même beaucoup d'organismes qui proposent une formation de formateurs et de formatrices. Moi, je peux vous parler de celle de résonance qui s'appelle la For1, mais je sais qu'en interne de pas mal d'autres associations, cette formation existe. Euh, et par rapport aux réflexions qui sont menées actuellement dans le groupe, ce que je peux vous dire, c'est qu'ils réfléchissent en fait à des balises pour cette formation initiale. Donc, avec l'idée de c'est quoi être formateur, quelles sont les missions, des balises de méthode pédagogique, de conception d'une séquence de formation, etc., etc. Et ce groupe réfléchit également à un format de formation qui pourrait être commun. Mais de nouveau, ce n'est pas forcément une volonté de tout le secteur et donc ce n'est pas sûr que c'est quelque chose qui aboutira. Mais en tout cas, il existe quand même effectivement des formations. On ne se lance pas comme ça à volo. Et vous, Alexis, vous nous avez parlé du plan triennal. Je me questionne en fait sur la manière dont vous pouvez anticiper les choses et réfléchir sur une formation, sur un plan de formation, en tout cas sur 3 ans. Comment vous faites et sur quel sujet, du coup, vous souhaitez accompagner vos formateurs? Ouais, c'est assez complexe en effet parce que ça demande une projection long terme. Nous, au CMA, ce qu'on va privilégier dans notre projection, ça va être des choses issues plutôt de ce qu'on veut mettre en avant dans le projet associatif de l'organisme de formation. En l'occurrence, en tant que mouvement d'éducation nouvelle, on va essayer d'avoir pas mal de temps de formation autour des méthodes actives, autour de l'agir, et on essaie aussi de prendre en compte des choses qui peuvent être plutôt structurelles. Je vais prendre un exemple très simple. Nous, récemment, en France, les objectifs de formation BAFA ont évolué pour intégrer de la lutte et de la lutte et de la prévention, pardon, contre les violences sexistes et sexuelles. On sait que c'est un enjeu fort aussi qu'on doit intégrer pour outiller les formateurs, formatrices à mettre en place des temps de formation, à les outiller pédagogiquement. Et donc, forcément, c'est un sujet qu'on va pousser, qu'on va étaler sur ces 3 années, qu'on va décliner aussi différemment en fonction des années de ce plan triennal. Merci. Nous allons sans transition parler d'argent maintenant, le nerf de la guerre. Et oui, c'est quand même une grande question. Et pourtant, est-ce qu'elle est vraiment au centre dans, dans les formations d'animateurs et d'animatrices? On va le savoir tout de suite. En France, la plupart des formateurs et formatrices sont engagés via le C, tadadada, E, tadadada, E, tadadada. Qu'est-ce que c'est que ce CEE? Mais ce n'est pas une obligation. Les montants sont en fonction des organismes de formation. Le minimum légal en 2025 passe à environ combien d'euros par jour? À votre avis? Alors, oui, donc, ces contrats d'engagement éducatif, comme il y avait déjà les lettres, peut-être que ça a prêté à confusion, je suis sûre que plein de gens l'avaient, le contrat d'engagement éducatif, et les montants sont variables, ça vous l'aviez proposé, et c'est environ 50 euros par jour depuis ici 2025. En Belgique, il n'y a aucune norme légale, cela dépend des organismes de formation. Cela va donc d'une fonction, hein, défrayée ou pas, à des d'article 17, c'est environ 120 euros par jour déclarés aux impôts, ou à des tadadadam, permanents salariés que j'aurais pu mettre en inclusif. Mais ce sera donc au masculin. Et donc, c'est donc bien des volontaires, qu'ils soient défrayés ou pas, et qui soient défrayés à différentes hauteurs, avec des contrats. Il peut y avoir aussi des contrats d'article 17 ou carrément des travailleurs et travailleuses permanentes salariés. Et qu'en est-il pour le Québec?
Tadadam, Nord national. Quel est le moment quand? Quel est le moment quand? Attention. Aucune, aucune norme nationale au Québec. On va en savoir plus tout de suite et je vois même qu'il y a une question dans le chat pour notre animateur préféré. Oui, très bonne question. Effectivement, mais dans les trois pays, hein, on a identifié différents statuts qui pouvaient aller du bénévole au salarié, salarié permanent, mais aussi des salariés sous un contrat d'engagement éducatif, hein, qu'on appelle en France. Alexis, est-ce que vous pouvez nous apporter une précision par rapport à ça? Est-ce qu'il y a, en termes de réglementation, une obligation à salarier les formateurs? Et donc, bah, sinon, comment ça se passe du coup, au niveau des Non, différents alors, statuts? en effet, déjà, pour répondre sur la question du statut, il est possible d'avoir, même au sein d'un seul et même organisme, des statuts différents. Je m'exprime très simplement. Nous, par exemple, au CMEA, on va avoir majoritairement des formateuristes qui vont intervenir sous contrat d'engagement éducatif, mais on a parfois des salariés des CMEA qui viennent encadrer des stages BAFA, donc qui sont dans la continuité de leur mission de contrat de travail, en CDI ou en CDD. Et on peut avoir dans d'autres organismes parfois des bénévoles, hein, qui encadrent des stages. Généralement, le bénévolat est plutôt utilisé de fait par un organisme dans l'ensemble au moins de son équipe ou en tout cas de son fonctionnement, mais il y a pas de règles qui viennent spécifier qu'on doit nécessairement être en contrat d'engagement éducatif. C'est même plutôt l'inverse, c'est une permission. Le cadre du contrat d'engagement éducatif est très réglementé en France et applicable aux formes d'engagement volontaire, mais elle peut s'élargir aux encadrements de BAFA et de BAFD. Par contre, sur le contrat d'engagement éducatif, pour finir ma réponse là-dessus, effectivement, c'est 50 euros. Alors, c'est à partir du 1er mai. C'est approximativement 50 euros, hein. On passe de 2,2 fois le SMIC horaire par jour à 4,3 fois. Donc, il y a quand même un- une vraie volonté politique d'augmenter cette indemnisation, surtout au vu du contexte économique. Mais c'est un seuil, hein. C'est pas une réglementation, une rémunération fixe, pardon. Ça peut aller au-delà. On peut choisir de payer quelqu'un au CE à 60, à 65 ou plus par jour. C'est tout à fait possible. Merci Alexis pour ces précisions. Et puis dans le chat aussi, on nous dit que bien, les formateurs peuvent choisir d'être bénévoles ou sous contrat. Colline, on va venir travailler en Belgique, les Français. Oui et non, hein. Vous l'avez compris, quand on parle de contrat article 17, c'est quelque chose qui passe aux impôts. Derrière, on n'a plus que la moitié et voilà. Ah oui, quand même. Et c'est sous condition d'un nombre de jours, etc. La plupart des gens sont quand même volontaires, certains volontaires non défrayés. Chez nous, on ne parle plus de bénévoles de façon légale. On a choisi le terme volontaire pour désigner toute personne qui n'est pas sous contrat, parce que c'est le terme qui est le plus international avec volunteer, avec volontario, etc., etc. Donc c'est bien volontaire qui équivaut, c'est un synonyme, enfin, bénévole et volontaire sont synonymes désormais. Bref, c'est une aparté. Et donc, Oui. actuellement, le volontariat peut aller, le plafond pour les volontaires est de, ça vient de changer en 2025, je crois que c'est quelque chose comme 42,36 €. Je suis pas sûre des centimes, mais le 42, je le sais. Il y a Olivier qui me fait signe oui, c'est bien ça. Donc voilà, par journée. Ok. Voilà, il est assez Oui, équivalent. finalement, on n'est pas si éloigné. Et puis alors, Guillaume, on voudrait quand même des précisions sur le fonctionnement au Québec. Ça marche comment? Oui, c'était très court, hein, comme aucune norme nationale. Effectivement, au Québec, on va dans tous les sens. Ça ressemble un peu, en fait, en Belgique, là, donc, on a autant des volontaires que donc bénévoles non rémunérés. Donc, je fais référence aux scouts, là, donc, donnent le DAFA de façon volontaire. Il y a également des salariés, donc des organisations qui travaillent à temps plein dans l'organisme et qui donnent la formation, donc sont payés par leur propre organisme. On peut également engager un formateur ou quelqu'un qu'on dit, ben, lui a la compétence pour donner la formation et je lui donne un cachet. Le cachet, il n'y a pas de seuil ou de plafond. C'est vraiment en fonction de la capacité à payer et de le salaire de l'offre et la demande. Et on peut engager une compagnie, une autre organisation qui vienne donner de la formation. Et encore là, il n'y a pas de seuil ni de plafond en termes de coûts à défrayer.
Donc, on est vraiment dans tous les sens. Très bien, ben, ça laisse en tout cas un grand champ des possibles, merci. Et puis Colline, on va passer à notre dernier sujet. Ben, en fait, on va clôturer là ce test Oui, d'accord. et ces interviews. Un immense merci à Radio Anime parce qu'en fait, on a envie de laisser du temps pour les échanges en Très bien. sous. Et donc, on s'est dit qu'on allait tout de suite partir, mais je vais redonner. Donc, merci beaucoup, hein, Antoine. Radio Anime est une radio qu'on écoute volontiers tous les 2 mois. Revenez quand vous voulez. Eh Et ben, merci à vous pour votre accueil et merci à nos experts qui nous ont apporté des éclairages fabuleux sur les formations et on a des informations passionnantes sur ce qui se passe dans nos 3 pays. Colline, je voulais quand même intervenir parce donc, qu'on dit toujours Belgique, mais je rappelle que chez nous, ce n'est pas au niveau belge que ça se situe, mais bien au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles, autrement tout dit à uniquement fait. les francophones. Tout à On fait. a un pays un peu Comme on parle particulier, de comme ça. pays pour le Québec, alors que Oui, on fait des raccourcis, t'as raison, on Olivier. apprend des choses. Aurore, est-ce que tu nous prendrais la main pour la suite? C'est Béatrice qui prend la main pour nous présenter le Miro, tout ça. Donc, vous avez un lien magique. Et donc, Béatrice, je te laisse présenter le Miro. Oui, donc nous allons créer des petits sous-groupes pour séparer les personnes de la France, de la Belgique et du Québec, donc pour pouvoir permettre des échanges. On a deux petites activités qui seront à faire. La première sur le parcours, donc comment qu'on devient formateur, c'est quoi nos premières expériences, etc. Et vous allez avoir un animateur dans votre, en fait, deux animateurs, animatrices dans votre groupe pour vous animer et pour réexpliquer un peu plus en détail, là. Donc, je vais aller vite. Donc, ça, c'est pour la première activité. Et sur la deuxième, c'est sur un partage de coups de cœur d'activités qui vous sont données en formation par rapport à différentes thématiques ici. Donc, l'idée, c'est vraiment de voir comment se passent les formations en animation dans les différents pays ou régions pour voir un peu là, justement ce partage et comprendre comment cela se passe. Donc, voici pour les activités et techniquement, on a fait un Miro pour récolter finalement ces informations à travers des petits post-it que vous allez pouvoir utiliser ici. Et donc, pour cette plateforme, j'ai fait un tout petit tutoriel auquel vous pourrez vous référer, mais en quelques petits trucs. Parfois, c'est très zoomé ou très dézoomé. Donc, moi, comme vous pouvez voir là à mon écran, je suis à 6% actuellement et je suis capable de lire l'écran. Donc, tu sais, si quand vous arrivez, ça ressemble à ça, c'est que vous êtes trop loin. Et si ça ressemble à ça, c'est que vous êtes trop proche. Donc, eh bien, prendre le temps de dézoomer. Pour dézoomer, vous pouvez utiliser la roulette de votre souris ou les petits plus et moins en bas de l'écran. Pour naviguer ici, vous pouvez changer la flèche pour la main. Mais en fait, l'inverse, la main pour la flèche pour naviguer. Vous pouvez aussi utiliser le bouton droit de votre souris pour vous déplacer sur le tableau. Euh, Vous pouvez utiliser les post-it qui sont prévus ici ou en prendre des nouveaux ici et choisir votre couleur. Vous pouvez l'écrire et en écrivant dessus directement, le post-it va s'ajuster à la grosseur de votre texte. Et finalement, vous pouvez aussi afficher ou non les curseurs des autres. Moi, personnellement, je trouve ça parfois, des fois, difficile quand il y a beaucoup de curseurs sur l'écran, donc je préfère parfois l'enlever. Donc, si vous voulez les enlever, la petite flèche ici, vous pouvez afficher ou non les curseurs. Voilà mes petits trucs que j'avais à vous partager. Vous avez le lien dans le chat pour vous connecter. Vous pourrez rejoindre votre groupe. Donc, le premier groupe est avec Guillaume et Colline pour l'animation. Le deuxième groupe avec Cynthia et Florian. Et le troisième groupe avec Antoine et Adeline. Donc, vous allez voir avec qui vous êtes jumelés en sous-groupe et vous pouvez aller rejoindre le tableau correspondant. OK. Voilà. OK. Je pense qu'on peut. S'il y a des questions, vous pourrez peut-être vous pouvez les poser maintenant ou à votre animateur, animatrice en sous-groupe et on se revoit. On va vous écrire là, dans le chat pour vous dire combien de temps il reste pour les activités. Donc, je crois qu'on peut lancer les salles. On rassure tout le monde, vous n'avez rien à faire. Les salles se lancent automatiquement. Donc, à tout à l'heure. Bon échange. Pour clôturer
quatrième webinaire. Donc, on se disait qu'on pourrait faire quand même juste un petit tour des différents groupes pour faire un peu savoir ce qui s'est dit dans les autres groupes. Donc, je sais pas si dans là, je l'ai appelé le groupe un, je suis désolée, hein, mais le groupe un de Guillaume et Colline, si quelqu'un voudrait nous partager en résumé en 2, 3 minutes les échanges de ce qui s'est dit. On n'a pas eu le temps de désigner un ou une secrétaire. Est-ce que quelqu'un se lance? Sinon, Moi, Colline et je vais le Guillaume. faire. Je vais le faire. Colline, tu seras donc Euh, rapporteuse. oui, n'est-ce pas? Euh, sur le parcours, bah, globalement, c'était assez intéressant. On a remarqué que les premières expériences, c'est souvent, voilà, on est déjà dans le bain et puis en fait, on a été animé, on est devenu animateur ou animatrice et puis après, du coup, on vient faire la formation. C'est pas le cas pour tout le monde, mais c'est un parcours qui est assez classique. En termes de motivation, la pédagogie, la transmission de ce qu'on a vécu et la transmission des valeurs sont vraiment hyper importantes. Par contre, sur la formation et les expériences, c'est vraiment très varié. On a des expériences, enfin des parcours très très différents. C'est assez sympa. Et dans des anecdotes de formation, on vous invitera à lire les post-it puisque tout le monde a accès au Miro. Il y a des trucs un peu sympas qui sont déjà presque des bonnes pratiques, presque des choses euh, qui peuvent donner envie. Et sur les bonnes pratiques, on n'a pas eu l'occasion de faire le tour de tout. Donc là aussi, moi-même, j'irai lire ce qui a été inscrit. Mais peut-être que voilà, une chose qui n'est pas forcément de l'ordre d'une bonne pratique, mais un peu comme une sorte de citation. Je ne sais pas, Laurent, j'espère que je ne vais pas embrouiller les choses, mais Laurent a travaillé en Irak sur ce type de formation, donc sur de l'éducation non formelle, et il y a une participante qui a pu lui renvoyer que en fait, participer à une telle formation, c'est comme une révolution, mais pacifique. C'est plutôt chouette Rien de de voir. moins, mais c'est beau. Moi, j'aime beaucoup le post-it, jouer, jouer, jouer et rejouer. Ouais. Voilà. Est-ce qu'il y avait des personnes de ce groupe qui veulent ajouter? C'est bon? Excellent. Merci, Colline. Pour le groupe 2, donc le groupe de Cynthia et Florian, est-ce que vous aviez une personne qui veut nous faire résumer des échanges? Ça va être moi qui ai été désignée. Alors, on a eu beaucoup la même chose que le groupe un. C'est des personnes qui ont monté l'échelle dans le domaine de l'animation, animateur, etc., devenus fonctionnaires. Pas fonctionnaires, mais bon. Et aussi, euh, à ce niveau-là, il y avait aussi, je vois aussi quelques enseignants qui ont voulu être mieux formés pour donner une formation de qualité. Rien oublier, trouver des trucs, etc. C'était une raison de pourquoi passer ce type de formation pour atteindre aussi, connaître ce type de formation. Il y a certaines personnes que c'était beaucoup du bouche-à-oreille. Je sais que tu veux former des moniteurs, tu devrais faire ça, etc. Ou c'était vraiment plus constitué. On a également eu des personnes, comme par exemple au Québec, qui avaient un CRF de leur organisme et qui ont été délégués pour donner la formation, etc. Alors, voilà. Sinon, au niveau thème 2 des discussions des thématiques, c'était vraiment beaucoup l'expérimentation auprès des animateurs. Vivre un camp, jouer pour comprendre puis développer un esprit de groupe. C'était vraiment qu'est-ce qui revenait le plus dans tous les thèmes le plus souvent. On avait comme des listes de défis, venir à chaque jour déguisé avec une certaine thématique, etc. Au niveau de la sécurité, prévenir que guérir, on entrait dans une zone de jeu et les moniteurs devaient ouvrir les yeux et analyser, ah, OK, ça, il pourrait avoir un problème, etc. Apprendre à développer une autonomie, par exemple. Euh, Au niveau des privilèges, on avait le jeu avance-recul, comprendre essayer de comprendre visuellement les différences qui sont vraiment invisibles à ce niveau-là. Mais pour la thématique 2, c'était vraiment
expérimenter l'animation et toutes les thématiques en tant que moniteur, mais aussi apprendre à vivre comme campeur. Il y a une journée, on passe une journée comme si on était un campeur et là, on voit un peu le fonctionnement d'une journée typique de camp, etc. Ça fait pas mal le tour, je pense. Est-ce qu'il y a d'autres personnes de mon groupe qui veulent en discuter, plus préciser un aspect? Je Merci, Marie. Moi, pense, j'ai une question. Qu'est-ce que l'acronyme ADM? Ah oui. oui. Euh, moi, je m'en souviens plus exactement, mais c'est quelqu'un qui l'avait mentionné. Est-ce que la personne qui avait spécifié l'ADM pourrait prendre la parole dans mon groupe? Moi, j'ai fait un post-it ADM, j'ai vu qu'il y a un deuxième post-it, c'est pas moi. En tout cas, Coalesce, c'est un outil qui a été, que nous utilisons pour sensibiliser les animateurs en formation sur le sens donné aux animations. On s'était rendu compte que très souvent, et encore aujourd'hui, beaucoup de coordinateurs de jeunes, quand ils partent en stage, se retrouvent obligés à remplir une grille d'activités avec des cases, lundi matin ceci, mardi après-midi cela, etc. Et que ces cases sont remplies, qu'en fait, l'activité du mardi après-midi, si elle se fait le jeudi matin, ça change rien, on les interchange. Et donc, ça nous pose quand même question en termes de sens. Et donc, on a trouvé un nouvel outil qui est ADM, donc basé sur la chaîne ADN forcément, qui veut dire animation délibérément motivée, et donc qui est en fait un collier de perles. Et donc on envisage l'animation plutôt comme une suite de perles. Et alors ces perles ont des formes différentes selon le trois types d'activités que nous on a mis, les aventures, les temps libres et les temps en atelier, et des couleurs qui sont plus liées au type d'animation, qu'elles soient sportives, animatrices, ludiques, etc. Et donc l'invitation, c'est de pouvoir arriver à avoir un collier de perles le plus équilibré possible, se rendre compte que quand on analyse certains, ben, ils ont donc des perles rondes bleues parce que c'est que du stage sportif, et de poser la question là derrière, tiens, quel est le sens et est-ce qu'on est bien dans l'esprit centre de vacances? Voilà, c'est un outil qu'on utilise en interne. Merci beaucoup, Olivier, pour ces précisions. Euh, on réalise justement qu'on a souvent des acronymes différents, alors j'aime pouvoir prendre le temps de les comprendre. Euh, donc, groupe 3 avec Antoine et Adeline. Est-ce que vous avez une personne qui a été désignée? Bonjour, c'est moi. Allez, Philippe. Salut Béatrice. Alors, de notre côté, je vais tenter de faire un petit résumé intéressant. Nous, de notre côté, dans le profil des formateurs formatrices, on avait autant des gens qui se faisaient quelques années qui donnaient de la formation, autant des gens qui étaient là pour être en voie de devenir formateur formatrice. Donc, en tout cas, de mon analyse très rapide, on avait à peu près un 50% de formateurs actuels et de futurs formateurs formatrices. Euh, et un peu comme Marie-Lou le disait, on est beaucoup dans des gens qui ont commencé avec des emplois saisonniers puis qui ont eu des opportunités puis qui se sont fait dire, ben, ça fait plusieurs années que tu es là, pourquoi pas toi? Puis, cette opportunité-là s'est transformée un petit peu plus en passion. Fait intéressant, dans les anecdotes, il y a une personne qui a partagé un, un, un moment de formation qui s'est moins bien passé. Puis je pense que c'est intéressant de le partager. Puis ça fait partie aussi de la formation de dire, ben, si on veut se développer en tant que formateur, formatrice, il faut essayer des choses. Puis en essayant des choses, forcément, il va y avoir des échecs éventuellement. Donc, je pense que c'était bien. Je trouve que c'était à propos de partager cet élément-là. Puis sinon, dans les thèmes, là, dans les partages de bons coups, on avait le principe de co-construction. Là, donc, on parlait des valeurs, de certaines définitions. Puis, il y a quelqu'un dans l'équipe qui partageait disant, ben nous, quand on parle d'inclusion, ben, on a construit avec nos participants participantes la définition. Donc, ensemble, quand on parle d'inclusion, on s'est entendu sur qu'est-ce que ça veut dire, puis c'est quoi les choses qu'on veut mettre de l'avant. Fait que ce principe de co-construction-là est intéressant parce que je pense que ça implique aussi les participants participantes. Moi, personnellement, dans mon organisation, on a des gens qui, ça fait 3, 4 années qui travaillent avec nous, puis ils disent, ah ben là, c'est les mêmes formations à chaque année, mais de les impliquer dans certains moments, je pense que ça permet un autre niveau d'engagement. Puis sinon, je vous ramène en fait à nos post-it. Là, on est allé un petit peu partout.
Puis deux petites choses. En fait, on se posait la question, il y a des thèmes, des fois, qu'on va aborder directement, mais en même temps, des fois, il y a des thèmes aussi qui vont être saupoudrés dans d'autres thèmes de formation. Fait que c'est comme un peu un défi. Puis, on voulait entamer une discussion de dire oui, la formation, mais bon, après ça, il y a le stage, puis il y a l'encadrement dans le milieu parce que on a beau être les meilleurs formateurs, formatrices, clairement, les informations ne sont pas toutes retenues. Fait qu'il y a des suivis qui sont super importants à effectuer par la suite. Merci beaucoup, Philippe. Donc, c'est voilà qui conclut un peu notre tour de table de groupe. On avait là pour simplement là pour faire un petit mini évaluation de ce webinaire, deux petites dernières questions WooClap que Aurore va pouvoir repartager à l'écran. Simplement savoir comment vous avez vécu ce webinaire. Donc, dans les dernières évaluations, on avait eu souvent justement des demandes d'avoir un peu plus de temps d'échange. Donc, c'est ça qu'on a essayé de faire aujourd'hui. J'espère que ça a été apprécié et que vous avez eu le temps justement d'échanger et d'apprendre un peu à connaître les différentes façons là, que la formation en animation se passe. Donc, voilà pour le WooClap. C'est Du le coup, pour moment. participer, et ouais, c'est ça exactement, Béatrice, pour reparticiper, je vous ai remis le QR code où du coup vous allez sur wooclap.com et vous avez le code événement et normalement vous n'avez plus qu'à répondre à la question. Qu'est-ce que vous retenez d'aujourd'hui? À vous de voter. Alors c'est un nuage de mots, il faut mettre un mot. Si vous mettez une série de mots, ça va être découpé. Donc là, normalement, c'est bon, vous voyez? Pas. Oui, on voit. Ah, moi je vois pas le nuage de mots. Ah, ce Pas que je vous partage. mais je vois, je peux écrire. C'est ce que je vois. Ah, bon. Moi, j'ai On écrit, mais répondu. on ne voit pas le nuage de mots effectivement s'afficher pour Ben oui, l'instant. je ne sais pas pourquoi. Mais on a 23 réponses. Alors peut-être que si tu fais allez, voilà. Moi, là, est-ce qu'on le voit, non? C'est étrange. Il faut que la personne qui partage son écran le voit sur son écran. Bah oui. Et pour l'instant, tu ne le vois pas manifestement. Parce que moi, je vois ici. Alors, Attendez. attendez. Hop. Alors, non, toujours pas. Mais moi, je le voyais. Attendez, je vais partager le mien, si tu veux. Allez, je départage. Voilà, ça marche. Ah, Donc, voilà. je ne sais pas pourquoi. Bon, bah, très bien. Bon, bah, voilà. Expérimenter, similitude, échange, arrive en gros plan, enrichissement, vivre la formation, enjeux similaires, ressemblance. Ça commence, ça continue à bouger. Les échanges reviennent à venir. Expérimenter. Excellent. Et il y avait une dernière petite question sur Alors votre... du coup, ouais, c'est ça. Votre niveau de satisfaction, vous êtes au top, c'est parfait. Vous avez un grand soleil, c'était bien comme il faut. Vous avez une étoile. Vous êtes partagé entre Noël, entre nuages et soleil. Pas vraiment satisfait. Il commence à pleuvoir. C'est pas ce à quoi je m'attendais. Là, foudre. Et puis vous êtes en mode arc-en-ciel, étoile. Vous ne souhaitez pas vous prononcer. OK. Parfait. Merci beaucoup pour votre participation. Et on avait là les prochaines dates, Aurore, à partager pour le cinquième webinaire. Eh bien, exactement. On se retrouve le 27 mars prochain pour le cinquième webinaire qui sera l'avant-dernier de notre cycle de webinaires et qui sera autour des éléments de communication. Comment on communique autour des formations de l'animation, comment ça se passe, quels outils, qu'est-ce qu'il existe pour communiquer, pour faire venir des stagiaires ou des futurs stagiaires en formation et des jeunes en formation BAFA, DAFA et BACV. Du coup, on vous attend le 27 mars prochain. Il faut penser à vous inscrire, vous l'avez vu. Sans inscription, vous n'avez pas de lien.
Et donc, on va vous envoyer le lien vers Ah, le Miro en PDF avec un tableau aussi récapitulatif là, de la première partie. Et en même temps, on pourra vous envoyer le lien d'inscription pour le prochain webinaire. Donc, Est-ce qu'on reçoit une confirmation de ce lien? Parce que c'est la deux fois déjà que je suis inscrit et que manifestement ça ne passe pas. Euh, ce qui serait chouette, c'est qu'il y ait une confirmation d'inscription. Parce qu'en fait, Olivier ouais. pensait être inscrit et il n'était pas dans la liste. Par contre, Marie-Camille s'est inscrite et elle n'a pas reçu le lien. Alors, je ne sais pas si c'est la Belgique. Il y a un truc. Est-ce que c'est les nuages gris qui empêchent que la connexion se fasse? Mais ouais. Euh, on va vas-y. regarder que c'est de notre côté le formulaire. Je vais m'assurer que qu'on reçoit une